Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno Solo, un vrai pro de la radio, il a mis le casque, il a fait, il a levé le pouce pour le technicien, il touche au bouton et du coup on l'entend plus. Oui, mais voilà, justement, voilà. Ah oui, maintenant là on vous entend plus. Il faut mettre sur le rouge. Logiquement, vous m'entendez là. Ça y est. Là on vous entend. Bonjour Bruno Solo. 1er novembre aujourd'hui, merci d'être avec nous C'est un plaisir. en direct sur Sud Radio pour ces 2 heures. Enfin, vous n'avez pas resté 2 heures, mais nous on est là 2 heures avec les débats tout à l'heure à 11h moins le quart. Bruno Solo, le voyageur d'histoire, ça paraît aux éditions du Rocher demain. C'est déjà presque sold out, comme m'avez-vous dit. Non, mais il y a beaucoup de précommandes. Le voyageur d'histoire, vous étiez venu nous parler de votre précédent livre où vous reconviez un certain nombre de personnalités à votre table. Et là, ça s'appelait Les Visiteurs d'Histoire pour le coup. Et là, vous voyagez. C'est vous qui voyagez à la rencontre de personnages. Vous allez nous raconter de personnalités. Comment vous les avez choisis. Ça va de Cléopâtre à Rabelais, à Suétone, en passant par quelqu'un que je ne connaissais pas, Artemisia Gentileschi. Gentileschi, c'est comme ça qu'on dit. Plus grande peintre de la Renaissance avec Caravage. Bria Savarin, ça ne m'étonne pas de vous. Bref, on va y revenir. Et puis la comtesse de Ségur, assez inattendue, j'ai trouvé, en tout cas dans ce choix que vous avez fait. Et puis on a vraiment envie que ça soit comme dans un film, en fait. On imagine la rencontre, on le voit, c'est très imagé. C'est très imagé, Il très est plus descriptif. romanesque que le premier. Ouais, peut-être exactement. un peu documenté, toujours rigoureux, mais peut-être un peu plus personnel aussi. Vous allez nous expliquer d'en pourquoi. faire une version télé où On vous en les reparlera. rencontrez. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je moi aussi, voyais en très lisant, bien. j'ai pensé que... Peut-être. Mais pour l'instant, c'est un livre et moi, j'aime tellement profondément la littérature que je serais pas vexé qu'il ne reste qu'un livre. Ouais. Voilà. Alors, Gérard Collard, notre libraire préféré, à chaque fois, adore vos livres et il dit que c'est une façon aussi de rentrer dans l'histoire de façon assez ludique. Et vous avez ce talent de plume, en tout cas, de rendre accessible l'histoire parce que vous parlez normalement et vous racontez, vous êtes un formidable... Et je me mets en scène avec eux aussi. Absolument, Voilà, c'est pas empilé. narrateur. On va reparler de tout ça dans un instant. Hélas, l'actualité, j'imagine que votre zapping, il est pas très Si, fun. il y a des choses rigolotes. Ah si, bon bah allez, Pas le tout, zapping. pas tout. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Nous, on va commencer par Halloween, cette fête traditionnelle irlandaise qui a envahi ensuite l'Amérique puis le monde. Alors hier, c'est eu un succès fou, c'était partout Halloween, un business florissant pour les ventes de costumes et de bonbons. Vous avez fêté Halloween, Bruno Solo? Non, j'ai plus tellement l'âge et puis mes enfants non plus, mais enfin bon, Il n'y a pas voilà. d'âge pour manger des bonbons? Il y a un âge où il ne veut même plus en manger. Avant, il faut pas avant, et puis il y a un pendant, mais il n'y a pas d'après avec les bonbons. C'est ça. Mais le phénomène est récent finalement en France. Quotidien a sorti la boîte à archives. Voilà comment on parlait d'Halloween à la télévision au début des années 90. Les journalistes avaient même du mal à prononcer le mot Halloween. Ce soir se déroulera aux États-Unis la fête traditionnelle d'Halloween, une sorte de carnaval populaire où les enfants sont rois. Halloween? Qu'est-ce que c'est que ça? Halloween. Halloween quoi? Halloween, j'en ai entendu parler, mais je me souviens plus très bien. Et oui, Halloween ou Halloween, on sait à peine comment ça se prononce, alors que seulement 9 années plus tard... Aujourd'hui en France, personne ne peut ignorer cette fête. Dans la nuit du 31 octobre, les sorcières et les fantômes sont de sortie. Halloween, c'est donc une fête anglo-saxonne qui a été importée très récemment, et la greffe a commencé en 1994. Décidément, nous n'échapperons à aucune des modes et des traditions de l'Amérique. Halloween a traversé cette année l'Atlantique. L'événement a été célébré à Paris et dans quelques villes de province d'une façon qui n'était peut-être pas toujours tout à fait orthodoxe. Vous avez reconnu la voix? C'était Dominique Bramberger qui présentait le journal. Oui, Incroyable. À Gaza, la situation humanitaire, Valérie, empire de jour en jour. Hier, le 20h de France 2 était sur place et ils ont suivi le quotidien d'un ambulancier. Au cœur du chaos, le quotidien des ambulanciers. Après chaque frappe, ils foncent vers les zones sinistrées à la recherche des blessés. Allez, monte! Ouvre la porte! Hier, à Gazaville, l'ambulance s'arrête quelques secondes à peine, puis file au milieu des ruines vers un autre quartier. C'est bon, tout va bien. Je vais à l'endroit indiqué. Une course folle vers l'hôpital Al-Quds et devant l'établissement, des bruits d'explosion, le quartier n'est pas épargné. À l'intérieur de l'hôpital, l'un des deux principaux de Gazaville, 14 000 personnes ont trouvé refuge. Le linge sèche aux portes. Beaucoup espèrent que ce lieu ne sera jamais visé par un missile.
Alors pourquoi le linge sèche aux portes? Parce qu'on voit sur l'image le linge qui est sur les portes, pas parce qu'ils n'ont plus qu'un seul t-shirt, qu'un seul jean, et donc ils font tous sécher leur linge pour ensuite remettre le seul vêtement qu'ils ont eu, parce que ils ont fui. Voilà, je voulais expliquer cette phrase parce que moi, j'ai évidemment, quand je fais le zapping, j'ai l'image. C'était hier, ce reportage assez fort dans le 20h de France 2. Comment vous réagissez à ce conflit, Bruno? Ce qui se passe, c'est pire qu'un drame, c'est pire qu'une catastrophe. C'est une tragédie au sens grec du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Moi, aujourd'hui, en tant que citoyen du monde, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politique, je ne vois pas d'issue. J'espère qu'il y en aura une, que ceux qui sont en mesure de pouvoir se mettre autour d'une table, de débattre, de repenser ces deux mondes, que sont Israël et Palestine, de repenser l'idée de deux États, ceux qui sont en mesure de le faire trouveront des solutions. Moi, je me sens effectivement démuni, au point qu'il m'arrive de temps en temps, là, depuis quelque temps, un moment que ça traîne, hein, mais là, depuis notamment le 7 octobre, quand la question toute simple nous est posée, la question quotidienne, bonjour, ça va ? Je me sens pris par une sorte de devoir de réserve, de pudeur, qui m'oblige à dire, à titre personnel, oui, ça va, et je le redis là, à cette antenne, oui, je vais bien, mais je ne peux pas faire en sorte que je suis extérieur au monde, donc c'est très difficile de dire que ça va. Donc moi, en tant que citoyen, je vois cette tragédie, je ne vois pas d'issue, et j'espère que ceux qui sont en mesure de la trouver vont travailler dessus, parce que j'ai peur pour nous, pour nos enfants, et j'ai peur pour le monde en général. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Je me souviens déjà, la guerre en Ukraine nous faisait peur, mais là, il y a quelque chose qui est du domaine de l'intercommunauté, etc., qui est... Voilà, c'est effrayant. Donc c'est une tragédie au sens grec du terme. Les tragédies se terminent par définition toujours mal au théâtre. Donc j'espère que ça restera un drame épouvantable, une catastrophe. Vous qui connaissez l'histoire, vous avez vu que le monde s'est construit que sur des guerres et que sur des affrontements. Je veux croire aussi, mais là c'est pas une guerre d'État contre État qui respecte les conventions de la guerre aussi. C'est pas simplement, c'est un État contre un État terroriste et tout. Les États terroristes, les conventions de Genève, ils en ont rien à foutre, on l'a bien vu. Donc c'est quand même, ça va pas se régler de la même manière que les grandes guerres qui ont façonné effectivement le monde et qui font, mais c'est vrai, la capacité qu'ont les humains, à finalement trouver des solutions me laisse penser qu'un jour on va trouver une issue. Mais aujourd'hui, on ne semble pas en être très près. Avec les moyens qui sont les miens, et je n'en vois pas. Et quand vous ne voyez pas de lumière au bout du tunnel, vous êtes vraiment effrayé. Vous avez parlé d'État terroriste, vous avez vu la difficulté qu'LFI, une certaine partie de la gauche a du mal à qualifier le Hamas de mouvement. Pas tous les LFI non plus. Pas tout LFI non plus, non, absolument. Ruffin, Raquel Garrido. Comment vous qui êtes plutôt, a priori, à gauche, ça vous... Oui, mais moi je suis à gauche. À gauche, ça ne veut pas dire que je suis encarté dans un parti, je ne l'ai jamais été, j'ai toujours refusé. J'ai soutenu des idées défendues parfois, autrefois. Aujourd'hui, je suis un peu plus sur la réserve, plus prudent aussi. Et puis, voilà, donc moi, cette gauche-là, cette gauche qui ne veut pas dire, qui ne veut pas nommer l'innommable, ça me pose un problème intellectuel, moral, très puissant. Et voilà, pour autant, je reste un homme de gauche. Mais à gauche, il y a aussi des gens comme Jérôme Gage. Oui. Voilà. La sortie de Guillaume qui veut quitter la France insoumise. La NUPES. La NUPES, pas la France insoumise. Oui, il est socialiste. Exactement. La sortie de Guillaume Meurice sur le Premier ministre israélien n'en finit pas de faire polémique. Beaucoup réclament son départ de France Inter. Hier, c'était le philosophe Raphaël Enthoven qui a réagi en direct dans C'est à vous. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. C'est un genre d'humour qu'on aurait davantage retrouvé chez Le Pen, qui parlait d'un rassemblement de nazis, d'anciens de la SS. Il disait, ce sera à Vienne, il disait, ce sera Strauss sans canne. Vous voyez, donc c'est un peu là, c'est Netanyahou sans prépuce. Donc on trouve ça davantage chez Le Pen ou chez Dieudonné en fait que chez Guillaume Meurice jusqu'à présent. Mais bon, là, il a franchi le Rubicon. Voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, ce qui me fâche encore plus dans cette histoire, c'est l'emploi du mot nazi, c'est-à-dire la diabolisation de l'israélien, ce qui est une façon d'armer intellectuellement celui qui, pour tuer un juif, n'a besoin que d'un prétexte.
On peut tout faire sous le couvert de l'humour. Non, mais c'est difficile d'argumenter après ce que vient de dire Raphaël Enthoven. Effectivement, c'est argumenté, c'est précis, etc. Sauf que je lui demande rien du tout d'ailleurs, parce qu'en plus j'ai beaucoup d'admiration pour Raphaël Enthoven sur beaucoup de sujets. Mais là, je suis pas tout à fait d'accord. Ah bon? Mais non, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est de l'humour. Alors après qu'on juge que c'est drôle, que c'est pas drôle et tout, c'est un autre débat. Mais à la différence de Dieudonné ou Le Pen, il est pas hors la loi. Ce qu'il dit là, ça n'est pas hors la loi. C'est la loi qui va le juger, parce qu'il y a plainte pour de la part. Oui. Il y a une plainte qui va être déposée pour par antisémitisme. etc. Non, pas par l'Arcom. Il y a Gilles William Goldnadel qui a annoncé qu'il portait plainte pour propos antisémites. Mais moi, ça me pose une question, parce que toujours Charlie, l'humour de Charlie va très loin, mais je ne pense pas que Charlie Hebdo aurait fait cette vanne-là. Non, ils n'auraient pas fait cette blague-là, mais je le dis encore, c'est comme le blasphème, il n'est pas en train de faire du négationnisme, voilà. C'est du mauvais goût, on peut en parler, on peut en discuter, mais en aucun cas, il se met hors la loi avec cette blague. Après, que ce soit une blague pas drôle, c'est un autre sujet dont on peut débattre, effectivement, mais je crois que ça reste un humoriste qui a été loin pour certains, et qui est dans son droit, en tout cas, mais qui en aucun cas, qui fait preuve de la diffamation, mais c'est pas pour autant, il est pas négationniste, à mon avis, comme ne l'est Dieudonné, ou comme l'a été Le Pen quand il parlait du four crématoire ou d'un détail de l'histoire. Vous avez animé une jolie émission dans les musées sur France 5. Il y a longtemps, ouais. C'est formidable. Vous aimez l'histoire avec ce livre. Et ben vous êtes peut-être au courant de ce couple qui a trouvé un masque africain. Vous avez suivi l'histoire. Ouais. Qu'il le vend hier avait lieu donc son procès à Alès, qu'il le vend pour 150 € à un brocanteur. Mais voilà. Il s'agit d'un masque africain datant du 19e siècle. Ouais. Le masque intéresse un brocanteur. Affaire conclue pour 150 €. Si mes clients avaient su que ce masque était rarissime, si rarissime, jamais la vente ne se serait déroulée en septembre 2021 dans ces conditions-là. Un masque anodin aux yeux des époux, et pourtant 6 mois plus tard, la pièce est mise aux enchères et les prix vont s'envoler. 4 200 000. 4,2 millions d'euros déboursés par un collectionneur anonyme. C'est 28 000 fois plus que le prix payé par le brocanteur. Les retraités s'estiment lésés et saisissent la justice pour faire annuler la vente initiale. C'est incroyable cette histoire, absolument. Surtout que c'est pas gagné, car vous savez qui s'en mêle? Le gouvernement gabonais, parce que c'est un masque qui veut récupérer le masque. Oui, c'est légitime. L'art africain a été largement pillé par des antiquaires frelatés et sans vergogne. Et voilà, alors peut-être que ce couple est de bonne foi, je connais pas l'histoire. En tout cas, le fait est que qu'on n'a pas la traçabilité de beaucoup d'œuvres africaines. Beaucoup sont repartis. Ont été pillés. Alors qu'on les imite et tout, comme Picasso l'a fait au début de son œuvre en imitant les... Voilà, ça c'est bien que ça inspire, mais il faut pas les aspirer, il faut rester inspiré par l'art africain. Résultat, le 19 décembre du procès qui a été mis en délibéré. On finit avec évidemment Incroyable Talent qui a cartonné hier. Nagui a vraiment pas marché, mais Incroyable Talent a bien cartonné hier. Et puis vous savez, dans Incroyable Talent sur M6, il y a son lot d'originaux. Il y a eu un groupe qui a rendu hommage et qui a fait une ode à la mouette et au cri de la mouette. Oscillation, puis accélération. Bouge tout ton corps, de bâbord à tribord. Et ça fait... Super. Allez, on est en retard, on aurait pu se passer du dernier son. Allez, on se retrouve dans un instant avec Bruno Solo. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bruno Solo qui est avec nous pour parler de... Nous, on parle beaucoup, même pendant les pubs, de son dernier livre, Le Voyageur d'Histoire, quand l'histoire éclaire mes voyages. Alors, chez Cléopâtre, Rabelais, Brillat, Savarin. C'est un livre différent du précédent, puisque vous receviez, on l'évoquait en préambule, les visiteurs d'histoire. Ils venaient vous rendre visite. Cette fois-ci, c'est vous qui parcourez le monde pour aller les retrouver. Alors, vous arrivez chez eux si vous n'êtes pas toujours très bien accueillis. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver à chaque fois un prétexte pour les rencontrer. Autant dans le premier, effectivement, c'était une sorte de convention. Ils arrivent à la maison, ils s'installent, on discute et tout. Voilà, c'est établi.
Et puis je les présente les uns aux autres. Tandis que là, à chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut lire celui-ci dans le désordre, dans le premier, avec une vraie chronologie. Une chronologie, parce que les invités arrivaient les uns après les autres. Et donc il y avait une interaction, tandis que là, à chaque fois que je vais à la découverte d'un de mes personnages, je l'abandonne une fois, et puis une fois le chapitre clos, le chapitre clos, et je passe à un autre. Donc on peut le lire dans le désordre si on en a envie. Et c'est vrai qu'il faut que je trouve un argument. Avec la comtesse de Ségur, je suis un métayer. C'est très étonnant, la comtesse de Ségur, parce que ça renvoie à chaque fois à des choix que vous avez fait, donc j'imagine qu'il y en avait plein d'autres. Il y a eu un casting, et la comtesse de Ségur, alors ce que vous racontez est assez incroyable. En fait, j'ai un rapport assez ambigu et équivoque avec la comtesse de Ségur, c'est-à-dire que par rapport à l'éducation un peu libertaire, anard, libre penseur qu'il y avait à la maison, lorsque mon père m'a découvert que je lisais la comtesse de Ségur en cachette, c'est comme si j'avais lu une revue licencieuse, graveleuse, pornographique. Donc il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé avec ta mère pour que tu lises la comtesse de Ségur? Évidemment, je grossis un peu le trait, mais il avait été surpris. Et en fait, mais parce que mes parents m'ont appris à être curieux des choses, de tout, et dès lors que vous êtes curieux, vous vous intéressez même à des œuvres ou à des auteurs qui sont a priori diamétralement opposés à votre culture. Et donc j'ai été pris de passion pour elle, et j'ai très vite senti, avant même d'étudier la comtesse de Ségur, profondément qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle a subi comme enfant. Ça a été une enfant martyre, ça a été une enfant battue, et je comprends mieux maintenant sa littérature, qui n'est pas une mise en avant du châtiment sur les enfants ou des punitions. Une caricature qui a été faite. Une caricature qui a été faite à cause de son fils, notamment, qui a rajouté beaucoup de morale chrétienne dans l'écriture de la comtesse de Ségur. Mais je me suis rendu compte que c'est avec elle peut-être que j'ai eu l'éveil et à la littérature plus classique, Balzac, Stendhal plus tard, c'est une écrivaine du 19e siècle. D'ailleurs, je lui fais dire à un moment, non, mais ne considérez pas que je fais de la littérature. Connaissez-vous ne serait-ce que Alfred de Musset, connaissez-vous Vigny, connaissez-vous Victor Hugo? Elle me dit, moi je ne suis rien. Mais moi je crois, d'ailleurs, Baudelaire avait beaucoup de tendresse pour la comtesse de Ségur, et je crois que c'est une grande écrivaine, et elle m'a éveillé aussi, peut-être inconsciemment, à mon engagement avec les enfants et la voix de l'enfant, et c'est comme ça que je conclus le chapitre, peut-être qu'inconsciemment, elle a été la première qui m'a éveillé à l'idée qu'il fallait protéger les enfants. Quand vous vous dites je vais rencontrer la comtesse de Ségur, comment vous travaillez? C'est-à-dire comment vous savez à quoi elle ressemblait? Alors là, on est très documenté quand même autant sur Cléopâtre et les personnages comme Suétone. Il est plus difficile d'avoir des documents, des archives qui nous permettent de savoir. Déjà, je travaille avec des historiens qui vont chercher les archives, les documents, et qui me donnent le matériel nécessaire pour que je puisse ensuite raconter leur histoire, l'histoire de mes convives, à ma manière. Mais en tout cas, je m'appuie je fais pas de l'histoire spectaculaire, je fais pas ni de polémique. C'est-à-dire que la polémique, à partir du moment où moi je m'engage dans la discussion avec eux, je peux polémiquer avec eux, mais c'est vrai que... Mais on voit qu'il y a eu pour Stéphane Bern, pour Laurent Deutsch à chaque fois, sur l'interprétation de l'histoire, où c'est pas Stéphane Bern. Pas Stéphane, non, pas Stéphane. Oui, c'est plutôt Franck Ferrand et Laurent Deutsch. Vous avez raison, pas Stéphane. Mais moi, voilà, je m'inscris, je suis très légaliste en matière d'histoire, et donc je regarde ce qui a été écrit, et donc je me documente, et une fois que je me suis documenté, je m'imagine une conversation avec elle. J'imagine là je m'imagine comme un métayer qui vient lui amener des fraises, parce que je sais qu'elle a un rapport particulier aux fraises, parce qu'en mangeant des fraises, elle est attaquée par des loups, c'est ces chiens qui l'ont défendue, et ensuite elle a été punie par sa mère parce qu'elle s'était éloignée. Et donc elle a une sorte de Madeleine de Proust un peu inquiétante, et en lui amenant des fraises, j'attire sa sympathie. Quand je vais voir Jacques de Molay, je suis pas le gardien de prison, mais le grouillot qui nettoie les cellules, et c'est comme ça que j'arrive à rencontrer Jacques de Molay l'avant-veille de son exécution sur le bûcher. C'était le dernier grand maître des Templiers. Quand je vais voir Eugène Bullard, je me fais passer pour un batteur qui vient passer une audition. Quand je vais voir Rabelais pour un pilier de bar à Meudon, dans les tavernes, parce que vous avez travaillé beaucoup, effectivement. Ce que je disais, moi, j'ai le sentiment... Oui. Dans les tavernes, j'ai travaillé. J'ai plus traîné que travaillé. Il y avait un point dans des tavernes, vous avez beaucoup travaillé dans l'écriture, sur le visuel. Je disais, c'est très, très, très visuel. On imagine vraiment on imagine vraiment les scènes. Et puis il y a beaucoup d'humour aussi dedans, et c'est ce qui fait qu'on peut rentrer dans l'histoire et dans les histoires que vous racontez. Juste quand vous apportez justement ces fraises, quand vous proposez ces fraises à la comtesse de Ségur, elle vous propose une fraise, monsieur, et vous dites, et tant pis si ce fruit m'a toujours filé des affres épouvantables, car je passe une si charmante après-midi à la campagne. Voilà. Donc il y a toujours ce côté très, très personnel qui intervient à chaque fois. Chaque personnage est lié
lié à mon histoire ou familiale, culturelle ou géographique. Oui, alors Hildegarde de Bingen. Pourquoi? Alors parce que tout simplement, Hildegarde de Bingen, déjà parce que moi je suis un athée agnostique et je suis fasciné par la foi sincère, la vraie foi. Là, il y a un film qui va sortir, je fais la pub, de Benjamin Lavergne dans l'Abbé Pierre, par exemple. Comment ne pas avoir de l'admiration, de la tendresse pour l'Abbé Pierre, même si dans le courant de sa vie, il y a quelques polémiques, mais l'homme avait une sincérité dans sa foi absolue qui fait que je suis fasciné par cela. Donc j'ai voulu rencontrer Hildegarde de Bingen, qui était une moniale directement connectée à Dieu, c'est tel qu'elle le disait en tout cas, qui lui parlait, qui échangeait avec lui, et qui a basé toute son écriture, sa musique et ses recherches en pharmacopée, parce que c'était aussi... C'est comme ça que et c'est comme ça que je l'ai rencontré, moi, Hildegarde de Bingen. J'ai vu son nom sur des étals de magasins bio pour ses essences, pour ses tisanes. Je me suis dit, c'est quand même très compliqué comme nom, tisane Hildegarde de Bingen, et je me suis dit qui c'est, et en faisant une enquête avec les historiens, je me suis rendu compte de la complexité, de la richesse de ce personnage. Donc elle, je vais la rencontrer comme une sorte de mécréant qui a besoin d'être illuminé par la foi, et elle finit tellement par me convaincre que Dieu existe, et en tout cas elle est connectée directement, qu'à la fin je fais preuve de mauvaise foi et que je m'éloigne d'elle sans lui dire, pour pouvoir me reconnecter à ma réalité, qui est la réalité d'un athée. Vous aimeriez vraiment qu'il y ait une rue à votre nom, une avenue, un palais Là c'est pareil, c'est un fantasme pour Bria Savard. Vous vous livrez dans ce livre en disant voilà, j'ai fait ce rêve que je n'ai jamais confié à personne, mégalomane, qui aurait une avenue Bruno Solo. Mais bon, finalement ça a été une pizza solo qui a fermé d'ailleurs. Et puis non, mais ça c'était pour faire. C'est pour amener le sujet de Bria Savarin, et justement dans la construction qui lui a un nom qui a donné ce nom à un fromage et un dessert, et qui lui a des avenues à Bruxelles, des places partout, et même à Paris. Mais vous campez à chaque fois l'environnement du personnage, et puis après vous arrivez, et c'est ce qui fait que c'est aussi assez très agréable à lire, parce que on comprend qui est le personnage. Puis après, vous arrivez et vous rentrez directement dans ce que... Il y a toujours une introduction, une petite introduction au travers d'un petit voyage, d'une errance dans leur quotidien, dans leur paysage, même dans leur voisinage, ce qu'ils mangent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils écoutent dans le sens où le voisinage, des fois, il y a des gens qui travaillent autour d'eux. Donc je décris tout ça, et ça a été un vrai bonheur, parce que dans le premier, une fois que je les avais présentés de manière humoristique, ils s'asseyaient à la table et on rentrait tout de suite dans la narration. Mais là, et la discussion. Il y a plus d'histoire, il y a plus de fond. De fond, il y en avait déjà dans le précédent, mais là la forme est très très différente, mais c'est tout aussi ludique. C'est combien de temps de travail un livre comme celui-là? Celui-ci, j'ai mis du temps. J'ai mis en tout et pour tout, entre le moment où j'ai décidé de faire la suite des Visiteurs d'Histoire, parce qu'il avait bien marché, que mon éditeur, je voulais saluer ici d'ailleurs, Julie Daniel, qui est mon éditrice et qui me suit, me soutient, et Arnaud Le Guern qui me soutiennent et qui a été à l'initiative de ce livre. C'est lui qui m'a dit j'aimerais que tu écrives un livre d'histoire à l'époque du Visiteur. Et ils m'ont dit, entre le moment où ils m'ont dit fais la suite et le moment où vous l'avez dans les mains là, puisque sort demain, je crois. Absolument. Il s'est passé 2 ans. Eh bien, on va continuer à en parler. On va évoquer également votre actualité de comédien dans un instant, Bruno Solo. Puis cette phrase de Casanova que j'aime beaucoup, que vous avez mis en exergue du livre: celui qui veut s'instruire, doit lire d'abord et puis voyager pour rectifier ce qu'il a appris. C'est tout l'inverse de notre époque, qui est dans l'immédiateté. À tout de suite avec Bruno Solo. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. On discute de souvenirs d'enfants, voilà. Bruno Solo, notre invité aujourd'hui, avec ce formidable livre, Le Voyageur d'Histoire, aux éditions du Rocher. Ça sort demain, c'est le cadeau de Noël parfait. C'est-à-dire que vous ne savez pas. Non, mais c'est le truc qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire un ado, un oncle, une tante, votre père, votre mère. Je sais pas. J'espère en tout cas pour les gens qui ont une appétence pour l'histoire. Pour l'histoire, et qui ont envie de le découvrir un peu autrement, de manière un peu plus transversale, et comme si effectivement j'étais leur témoin direct et que je leur prenais la main. Oui, c'est un livre idéal dans ce sens-là. Ouais. Moi, je voulais vous questionner sur le fait que on voit vous avez une culture incroyable, que vous avez un amour de l'histoire. Est-ce que les gens ne sont pas restés sur le personnage de Caméra Café? Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais est-ce qu'ils sont surpris en se disant il n'est pas con finalement? Écoutez, je crois pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien sûr. Évidemment, j'en ai tout à fait conscience. Remarqué par le personnage. Mais j'ai envie de vous dire que
c'est l'affaire de chacun, ça. Moi, je ne suis pas dans ces a priori-là quand je vois un humoriste, puisque l'humour est traité parfois avec un peu de condescendance. On n'imagine pas que derrière le clown, il peut y avoir des failles ou tout simplement de la curiosité. Et en même temps, on le sait... j'ai envie de dire, heureusement qu'à un moment, des gens comme Bourvil, pour parler d'humoristes purs, de Bourvil, comme Coluche, etc., ont montré effectivement leur capacité à pouvoir... Vous savez, les grands tragédiens font rarement de bons comiques, mais les comiques font souvent de bons tragédiens. Il y a des tragédiens qui sont très, très drôles, mais en règle générale, c'est plus facile pour nous d'aller vers la tragédie que pour eux d'aller vers ce rythme, cette dynamique, cette rythmique si particulière, ce tempo si singulier qu'est la comédie. Donc s'il y a des gens qui considèrent qu'effectivement, parce qu'on fait rire, qu'il ne peut y avoir rien d'autre derrière que l'humour, la distance, l'ironie, le sarcasme, etc. J'ai envie de dire tant pis pour eux, mais je crois que le monde a évolué, que les gens sont tout à fait capables. Et puis finalement, ce qui est merveilleux dans la vie, c'est de pouvoir surprendre. Oui, mais au départ, le cinéma voulait pas de vous parce que vous veniez de la télé et que vous jouez. Non, parce que j'ai commencé par le cinéma, moi, au contraire. J'ai commencé par le cinéma. Après tout, quand j'ai présenté le Top 50, très peu de temps après, en 1990, avec Yvan, très peu de temps après, j'ai fait La Vérité si je mens. Oui, j'ai fait La Vérité si je mens. Et puis j'ai commencé à faire des films. Et puis beaucoup de fiction par la suite. Donc, voilà. Moi, je trouve que j'ai quand même le sentiment que les étiquettes, elles sont là où on vous les colle. Et moi, elles ont toujours été collées à des endroits où j'étais susceptible de les atteindre et donc de les enlever. Donc je me sens libre et pas du tout frustré par rapport à... Et puis l'idée que de temps en temps il y a des gens qui se disent « Ah, mais je pensais pas que vous aviez cette capacité ou cette... voilà ». Mais ils vous disent quoi les gens dans la rue quand vous allez... bonjour quand ils sont polis. Mais ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent du Plein de Super, ils vous parlent de Caméra Café. Beaucoup des visiteurs d'histoire. De la Guerre des Trônes. La Guerre des Trônes, l'émission que je fais depuis 7 ans maintenant sur France 5. Beaucoup de gens m'en parlent. Mais je vais vous dire une chose, les gens, vous savez, la notoriété, c'est quelque chose d'assez étrange. Les gens vous reconnaissent. Ceux qui vous aiment bien ont la gentillesse de venir se manifester. Ceux qui ne vous aiment pas ont la délicatesse de ne pas venir vous le dire les yeux dans les yeux. Donc, il ne faut pas mesurer sa notoriété ou l'amour que vous suscitez à l'aune des gens qui viennent vous parler. C'était pour savoir ce qui... je pense. Mais comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne connais pas véritablement. Sophie Davant, par exemple, à une époque, on lui demandait toujours la météo quand elle était dans la rue, en disant quel temps il va faire. Mais souvent, on me demande le café. Oui, on me dit un petit café. Oui, mais bien sûr. Il y a là un petit café. Mais de plus en plus, on me parle effectivement de l'émission d'histoire pour le public. Allez, on ne va pas se mentir, un public un peu plus âgé. Eh bien, effectivement, ils réagissent beaucoup sur cette émission qui existe depuis 7 ans et qui est devenue un peu une petite institution. Un rendez-vous qui continue. Oui, la 7e saison, on l'a terminée avant-hier et elle passe à partir de fin décembre pour les fêtes. 6 x 52 et cette année, c'est la Révolution française vue au travers des yeux des cours européennes et de 3 femmes, Marie-Antoinette, Théroigne de Méricourt, qui était une aristocrate révolutionnaire, et une sans-culotte qui s'appelle Pauline Léon, qui a existé, qui était une chocolatière. Donc on le regarde au travers du regard de ces 3 femmes. Ah, le sang va encore couler alors. Ah, le sang va couler, oui. Vous dormez de temps en temps? Parce qu'on a l'impression que vous n'arrêtez pas. Alors, je suis pas un gros dormeur. Non, mais on a l'impression que vous êtes un hyperactif et que c'est un peu entre le théâtre, les séries, les fictions, l'écriture. Ça me prend beaucoup de temps. Comment vous s'organisez? J'écris la nuit, souvent, et je dors pour l'instant, ça va. Je dors 4 heures, 4 heures et demie, et ça me suffit. Je fais du sport, je suis très organisé, je ne sors pas, je suis beaucoup chez moi, et quand je suis pas chez moi, je travaille dans les hôtels, je travaille dans les trains, et puis effectivement, j'ai une vie qui est organisée. J'ai longtemps été quand même un gros sorteur, un gros fêtard et tout, mais depuis une vingtaine d'années, tout ça est un peu terminé, une quinzaine d'années, et je le regrette pas, j'ai profité, mais aujourd'hui, effectivement... Vous êtes devenu papy? Non, je suis pas papy, je suis papa, justement. Oui, voilà. Mais c'est vrai que, non, mais au-delà de ça, je crois que tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'hyperactivité était déjà dans mes gènes à l'époque, et que je me rendais compte qu'effectivement, là, pour le coup, j'étais parfois fatigué, désorganisé, et j'ai fait des choix, et le choix de la curiosité, la curiosité, ça demande du travail. Alors moi, je vais prolonger la question de Valérie. Quand le soir, vous écrivez, alors, petit 1, vous êtes habillé, pas habillé. 2, vous avez un verre d'eau, vous préparez des gâteaux. À la main, comment voilà. Vous avez un coca, j'écris habillé parce qu'il y a des grandes baies vitrées chez moi et j'aime bien laisser les fenêtres ouvertes, donc j'ai pas nécessairement envie que tout le monde regarde donc mes intimités et mon intimité, donc je suis habillé. Et puis j'ai un verre d'eau, mais
mais bon, ça va, j'habite pas non plus un endroit si immense que je sois suffisamment loin de la cuisinière pour pouvoir me servir un verre d'eau de robinet. Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur? J'écrivais beaucoup à la main au début, puis après, évidemment, je passe sur l'ordinateur, mais au début, j'écris tout à la main. Mes idées viennent plus facilement, comme ça. Je fais pas de faute d'orthographe quand j'écris à la main, j'en fais énormément quand j'écris sur l'ordinateur. Ah, c'est rigolo. Parce que j'ai comme des réflexes d'écolier, j'ai bientôt 60 ans, j'ai des réflexes d'écolier où on écrivait qu'à la main. Moi, quand j'ai quitté l'école, il n'y avait pas encore, en 82, 83, il n'y avait pas encore d'ordinateur à l'école, et on écrivait à la main. Donc j'ai gardé cela. Quand j'écris même des choses très courtes, des sketchs ou des choses comme ça, je les écrivais entièrement à la main. Et vous mangez pendant que vous écrivez? Mais Gilles... Non, mais c'est vrai que j'ai souvent un petit sandwich à côté, comme ça. Et puis non, mais je suis assez ascète quand j'écris. J'écris pendant 5-6 heures d'affilée, et puis... Et vous retravaillez beaucoup, pas les textes, tout ce qui sort, ou ce qui sort est satisfaisant. Ouais, je suis très besogneux. Très besogneux. Très besogneux. Je écris, je réécris, je refais je rature énormément. Je n'efface pas, je raye. Parce qu'en rayant, vous voyez encore ce que vous avez écrit et vous pouvez le réutiliser. Parce que si vous raturez, si vous effacez, par définition, voilà. Et ça peut être dangereux. Donc attention à ça quand vous écrivez à la main, rayez, raturez, mais n'effacez pas. Alors Stéphane, qui nous suit tous les jours, nous dit Bruno est un amuseur cultivé. C'est un pro de la musique aussi. Et il suggère une rue à 2 sens, Bruno Solo. Oui, c'est très drôle. C'est assez drôle. Moi, je voudrais que vous me fassiez, on n'a pas beaucoup de temps, mais une dissertation. C'est pas une impasse, oui, c'est vrai. Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent. C'est aussi l'une des phrases qui est en exergue du livre de Jules Renard. Ça veut dire quoi? Je la trouve magnifique parce que effectivement, à force de se tourner vers le passé, d'éclairer son présent en regardant le passé, j'ai pas non plus envie, de passer, pour ceux qui voudraient me faire passer pour qui que ce soit, pour un passéiste. C'est-à-dire qu'il y a aussi un bonheur du présent et qu'on n'a pas conscience parfois du présent et que le bonheur est là. Alors en ce moment, c'est très difficile au regard de ce que nous vivons de se rassurer avec le présent, mais pour autant, je trouve cette phrase magnifique, très lucide. Comme très souvent Jules Renard, j'avais déjà mis une phrase de Jules Renard dans le premier, lisez comme une poule boit en levant la tête très souvent. Et c'est vrai que lire, se plonger dans la lecture, c'est formidable, mais de temps en temps, il faut lever les yeux de ce que vous faites pour regarder le monde autour de vous et mieux digérer effectivement ce que vous apprenez. Et juste une question encore par rapport au livre et sur le voyageur d'histoire, sur aujourd'hui cette tendance qu'on appelle woke à revisiter l'histoire, c'est-à-dire à dire il faut débaptiser des noms de rue parce que ça a été un esclavagiste, il faut c'est-à-dire revisiter l'histoire à l'aune de notre regard d'aujourd'hui. Mais de toute façon, les gens qui pensent que c'est une erreur de déconstruire l'histoire, de ne plus la visiter, font une erreur fondamentale. L'histoire ne cesse... La visiter, oui, et la revisiter, non. Non, mais la revisiter, oui, effectivement. Alors là, si on est sur la sémantique et tout, il faut la visiter, mais il faut aussi, de temps en temps, la regarder à l'aune, encore une fois, pardon d'utiliser ce mot trop souvent, mais à l'aune de notre présent. Et tout d'un coup, effectivement, l'histoire demande à être déconstruite, parce que les vérités d'aujourd'hui sont peut-être les mensonges de demain et tout, et ça vaut le coup. Mais pour le coup, pardon, déboulonner les statuts me semble pas intéressant. En revanche, mettre sur les statuts de personnages dont on a découvert l'ambiguïté, préciser le contexte et dire ce qu'ils ont fait très précisément, redire pour éclairer un peu mieux les gens, moi je trouve que c'est pas stupide. Et déconstruire l'histoire, ça veut pas dire qu'on la détruit, ça veut dire qu'on la regarde autrement et qu'aujourd'hui on apprend des choses. Notamment, regarde le Moyen-Âge. Longtemps, le Moyen-Âge a été vu comme une ère barbare, obscurantiste et tout. On découvre que le Moyen-Âge, c'est une pré-Renaissance formidable et qu'il y a eu une redécouverte des textes anciens, de la philosophie, de l'histoire. La liberté des femmes, notamment, a été beaucoup plus, par des gens comme Christine de Pisan, que j'évoquais dans le premier. Voilà, il y a beaucoup plus de choses lumineuses qu'on ne l'imaginait, mais pour ça, il a fallu qu'on refouille un petit peu. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de revisiter dans le sens, on va voir ce qu'on a pu oublier. Moi, ce que je veux dire, c'est la réviser. C'est ça que je trouve un petit peu gênant, moi, de regard, avec notre regard aujourd'hui, de juger des actes qui ont pu être commis il y a 2 ou 3 siècles. Il faut en parler, il faut les éclairer autrement, mais pas. Il faut aussi arrêter d'héroïser certains personnages dont on apprend aujourd'hui qu'ils étaient des salauds. Donc c'est pas mal aussi, mais pour autant, il faut. C'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de l'éclaireur. J'ai dit quand l'histoire éclaire mes voyages. Je n'aime pas les phares, je n'aime pas les guides. J'aime l'idée des éclaireurs. Un éclaireur, il vous montre plusieurs voies et il vous laisse votre libre choix.
Moi, je vais lui poser une dernière question. Valérie, c'est les littéraires, moi, c'est les médias, que voulez-vous. Comment on se prépare, samedi dernier, vous avez fait l'émission de Léa Salamé. Comment on se prépare sur une telle émission? Et est-ce que vous êtes satisfait quand vous êtes là-bas ou ça a créé le buzz. Vous l'avez su, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez pas su? Vous avez été en tété pour ce que vous avez dit sur Marine Le Pen. Je ne savais pas. Par le fait qu'elle se rêverait en Jeanne d'Arc. Voilà. Je pense que je suis pas loin de la vérité. Elle se rêverait sûrement en Jeanne d'Arc, mais ne pas pour bouter les Anglais, pour bouter les immigrés, par exemple. Et puis, j'ai dit surtout, Jeanne d'Arc entendait des voix, elle les attend. Bon, c'est une formule aussi, etc. Mais comment on se prépare sur une émission comme ça? je me prépare. Alors, c'est marrant, parce que ce jour-là, justement, comme on l'a enregistré à 17h, je suis allé courir avant. Je cours beaucoup, et j'habite à Meudon, tout le monde le sait, à force. Et c'est vrai que j'ai été courir dans ma forêt pour me préparer, mais autrement, ça fait des années que je fais des émissions de télé, je me prépare plus. J'y vais en sachant de quoi je vais parler au sujet de mon livre, et puis après, je me laisse porter par l'inspiration ou les questions qui me sont posées. Et là, parce qu'on m'a posé cette question mais j'ai répondu aussi sur Macron, je l'ai comparé à Louis-Philippe, j'ai répondu sur Mélenchon, j'ai répondu sur je ne sais plus qui encore, sur pas mal de personnages. Et voilà, bon, écoutez, Marine Le Pen, je pense pas qu'elle se sente offensée qu'on la compare à Jeanne d'Arc. Bon, il a répondu à votre question, c'est bon, on vous retrouve quand à la télé? Comment vous me parlez? Non, mais c'est incroyable. On vous retrouve dans Les Visiteurs. Décidément, vous m'avez mis dans La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe. Et puis là, je commence un très beau film d'Éric Métayer avec Odile Villemin et Cécile Bois sur l'affaire Laurence Jambu et Karine Jambu, qui est une histoire de pédocriminalité terrible. Et je joue un directeur d'ASE un peu aveuglé par les règles et qui fait une erreur de jugement sur Vous pourriez jouer un pédophile? C'est un comédien peut tout jouer. Oui, par définition, je pourrais. Après, il faut se préparer. Et, vous savez, Karine Viard, il n'y a pas très longtemps, qu'elle a joué la mère d'Andrea Bescon dans Les Chatouilles. Elle a dit, j'ai fait énormément de rôles dans ma vie, des magnifiques, des superbes et tout. Mais c'est la première fois que je fais un rôle que je ne comprends pas. Mais elle l'a fait pour autant. Et là, moi, je crois qu'il faut de temps en temps pouvoir savoir le faire, effectivement. Et se mettre au service de l'histoire et pas de soi. Le voyageur d'histoire, Bruno Solo, c'est aux éditions du Rocher. Ça paraît demain. C'est formidable. Vous allez passer, franchement, moi je me suis régalée parce que vous nous avez emmenés dans différentes époques avec de l'humour, avec de la curiosité, avec beaucoup de je trouve pas le mot, de joie et de. C'est vraiment, on en ressort la riche. Fameuse joie d'apprendre. On en ressort riche, voilà. Merci Bruno Solo d'avoir été avec nous et nous, les débats. À tout de suite.